amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Les forces vives de la région de Tombouctou se donnent la main pour promouvoir le vivre ensemble à travers la culture et les traditions. C'est l'esprit de la première édition du festival La Saltaré qui a démarré hier dans la cité des 333 Saints en présence des ministres en charge de la réconciliation et celle de l'emploi. Fin de la visite de la ministre congolaise en charge des affaires sociales à Bamako. L'hôte du Mali a visité hier quelques structures dont le centre de santé mutualiste Benkan en commune 2 avant de se rendre sur le site des déplacés de Sénou. Un séjour que Irène Marie-Cécile Mbunkou qualifie d'enrichissante. Dans le cadre de l'année de la culture, zoom ce soir sur une panafricaniste, artère mondialiste, ancienne ministre de la culture. Son combat à la promotion et la valorisation des valeurs culturelles du Mali. Aminata Draman Traoré est la marraine du mois de mai. Cette septuagénaire s'est confiée à Cheikh Oumar Sangari. Voilà les titres de votre journal de 20h. Merci pour la confiance renouvelée. Bonsoir et bienvenue à tous. La culture est notre identité et c'est elle qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Et je vous amène à Tombouctou où le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a lancé officiellement la première édition du festival La Saltaré. Un événement fédérateur de brassage interculturel et surtout une tribune d'exposition des valeurs culturelles et artistiques de la 6e région du Mali. C'est une initiative des forces vives de la région avec comme marraine Sek Oumoussal, ministre en charge de l'entrepreneuriat national. Le reportage de Najim Baba Sissé. Tombouctou lance les couleurs de la première édition du festival Tombouctou La Saltaré. Entendez par là les traditions et cultures de Tombouctou. Cette tribune se veut de valoriser les potentialités artistiques et culturelles de cette région creusée des civilisations millénaires. Une initiative première du genre grâce au leadership du gouverneur de région. Le festival Tombouctou La Saltaré se veut donc inclusif et pluriel car il permettra de regrouper pendant 3 jours les représentants des 13 cercles de la région autour des chants, des danses, des démonstrations culinaires, d'expositions d'objets d'art et de broderies traditionnelles, des défilés de mode, des jeux traditionnels, le tout couronné par une exposition de manuscrits anciens, de conférences, débats et de formations pour les jeunes. Placé sous la haute présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, ce festival qui reçoit l'accompagnement du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a pour marraine Mme Oumoussal Sek, ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat national et de la formation professionnelle. Je rends hommage à toutes celles et ceux qui parfois, dans des conditions précaires, défendent chaque jour la culture, la paix et l'identité malienne. Votre engagement force l'admiration. Vous êtes la preuve que la dignité se forge dans la connaissance de soi et la fierté de ses racines. Avant de donner le ton de l'événement, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a félicité le gouverneur pour l'organisation et la mobilisation autour de La Saltaré. Je remercie particulièrement votre gouverneur, votre chaleureux gouverneur, votre intrépide gouverneur, votre engagé gouverneur,
pour pouvoir permettre que tous les cercles de Tombouctou se retrouvent pour Tombouctou, la Saltéré. On tout sera avec vous pour ces 3 jours. C'est un avant-goût pour la biennale. Ça veut dire tout simplement que ça, c'est notre activité à Tombouctou. Il faut qu'on la valorise, il faut qu'on la prenne en main et il faut qu'on s'engage avec pour redonner les années culturelles d'antan à la région de Tombouctou. Le lancement a été marqué par des avant-goûts de quelques artistes locaux, la déambulation des différentes troupes venues des 13 cercles de la région et des communautés voisines, les Dogons et les Berabiches. Ce festival se poursuivra jusqu'au 5 mai avec plusieurs rubriques. Nous restons avec le ministre en charge de la réconciliation qui a présidé la fin de formation des facilitateurs techniques dans le cadre du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Ces hommes et femmes seront désormais des relais auprès de communautés locales pour conduire les projets de développement. Le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel outille 22 facilitateurs techniques sur l'approche de développement conduit par les communautés. Les modules enseignés sont entre autres la passation de marché, la gestion du projet, la gestion de plaintes liées à l'objectif du projet. Tout part des populations, ils décident leur sort, proposent le projet et on exécute. Donc tout part de lui, ça leur revient. L'État est représenté par ces communautés. L'État suit à travers les agents du projet et c'est eux qui évaluent ce projet-là, ce qu'on appelle la procédure. Donc c'est les communautés qui sont responsables de leur destin. Ça c'est un de deux. La présente formation, c'est une formation, c'est à l'endroit des facilitateurs techniques. C'est sur globalement la passation des marchés, c'est sur le mécanisme de gestion de plaintes, c'est sur le développement communautaire d'une manière globale. À la clôture de la formation, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale s'est réjoui en ce sens que ce projet va contribuer au développement des communautés à la base. Si je prends l'exemple sur ce processus, le PCRSS c'est quand même une histoire de milliards. Et l'État du Mali a pris la dette auprès de la Banque mondiale pour s'endetter et pour mener à bien ce processus. J'ai demandé à ceux que le PCRSS quitte le ministère de l'économie pour venir au ministère de la Réconciliation. Parce que j'ai compris qu'avec ce projet, je peux atteindre mes objectifs. Les rencontres, les forats, les recommandations, c'est toujours les mêmes. C'est les questions d'énergie, c'est les questions d'eau, c'est les questions de santé, c'est les questions de développement, voilà. Ça veut dire tout simplement que si nous prenons à la base la question de la prise en compte des recommandations, nous sommes soit dans la prévention des conflits, soit dans la gestion des conflits. Des participants seront désormais des relais auprès de communautés villageoises et fractions pour un développement dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique villageoise. Le Mali a été d'un grand apport pour l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un pan de l'histoire entre le Mali et l'Algérie. Retour sur les traces d'un passé historique encore gravé sur les pierres de Intedéni dans la région de Kidal. C'est un reportage de Sidi El Medi Ag Albaka, Moussa Togo, avec le soutien logistique des FAMA. Ici, nous sommes à Intedéni, situé à 25 km de Kidal, ce village célèbre par son hospitalité et son attachement à l'identité culturelle. C'est ici que les autorités maliennes ont permis à l'Algérie de mieux réorganiser ses troupes pour sa guerre de libération menée par les FLN. C'était des militaires algériens qui étaient là. Ils s'entraînaient ici, ils étaient là jusqu'à l'indépendance. Je sais également que le Mali a contribué à produire des aides je crois, sous forme de bétail à l'armée algérienne. Ça, c'est le soutien qui vient du côté des populations. Le Mali, par souci de fraternité, de bon voisinage et épris de valeurs humaines et l'esprit d'une Afrique unie, a ouvert son espace à l'Algérie. En témoigne le passage de l'ancien chef d'État algérien Abdelaziz Bouteflika. Ici même à Intedéni, l'Algérie a même été soutenue par des ressources humaines pour mieux organiser sa guerre de libération, retrouver sa dignité et sa souveraineté. 61, 70,
moi je peux témoigner que les FLN qui s'opposaient à la colonisation française, qui luttaient pour amener l'Algérie à l'indépendance, a bénéficié de l'aide combien immense, sans calcul, sans mesure, des Maliens. Devoir de mémoire sur les traces d'un sens élevé de fraternité, de l'honneur et de la fidélité. Les Maliens ont ouvert leurs portes. Les Maliens ont contribué de façon déterminante à faire réussir la mission du FLN dans sa lutte pour l'indépendance. Des locaux ont été mis à la disposition du FLN ici à Kidal, à Gao, tout cela pour aider l'Algérie à obtenir son indépendance. Aucune haine, aucune complicité ne pourra ébranler la détermination du Mali à anéantir de son territoire tous les terroristes et leurs complices de l'intérieur et de l'extérieur. La ministre congolaise des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire quitte le Mali avec un sentiment de mission bien accompli. Placée sous le signe du partage d'expériences en matière de santé, la dernière étape de cette visite a concerné entre autres le centre de santé mutualiste Benkan en commune 2 et le site des déplacés de Sénou. Irène Marie-Cécile Mbungu a eu des échanges directs avec ses interlocuteurs sur le fonctionnement de leurs structures respectives. Elle avait à ses côtés colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, le compte-rendu de la visite avec Barakissa Ouattara. La ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire du Congo vient s'inspirer de l'expérience malienne en matière de santé et de développement social. En compagnie de son homologue de la santé et du développement social, elle a visité le centre de santé mutualiste Benkan en commune 2 du district de Bamako. L'invité du jour s'est imprégné de l'organisation de la mutuelle. La délégation s'est ensuite rendue au centre Football for Hope, Souadou Diabaté de Baguineda, un centre que l'hôte du jour qualifie de modèle d'insertion socio-économique des jeunes et des adolescentes par le pouvoir du football. Et pour boucler, la ministre Assaba Diallo Touré a invité sa sœur sur le site des déplacés internes de Sénou, un site qui ne semble pas être inédit pour la ministre congolaise. Nous avons peut-être pas de déplacés internes, mais nous avons des déplacés forcés venus d'autres pays. Et la visite de ce site nous inspire, ça nous rappelle aussi ce que nous faisons, surtout avec les déplacés forcés de la RCA. Nous avons visité tout à l'heure la fondation Benguinda, où nous sommes tombés sur une dame très dynamique qui nous a montré tout ce qu'elle faisait dans le cadre de l'accompagnement des femmes, l'accompagnement des personnes vulnérables dans la mise en œuvre de la politique de l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes très inspirés et beaucoup de leçons apprises. La ministre de la Santé et du Développement social, qui avait fait visiter à son homologue d'autres services de son département, s'est dit fière de l'importance que le Congo accorde à notre pays. Nous sommes vraiment très heureux de les accueillir chez eux ici en terre malienne. Nous avons fait beaucoup de théories. Ces 2 premiers jours, on les a présenté pratiquement nos services, nos politiques, nos directions. Et aujourd'hui, c'est une sortie de terrain. Une sortie de terrain qu'on a commencé par une mutuelle. Après ça, nous sommes allés à Baguineda pour voir le site de redressement de l'économie solidaire. Et là aussi, on a vu ce qui est fait par ces femmes, ces enfants, et pour donner une meilleure vie. Et aujourd'hui, on est en train de terminer par le site des déplacés de Sénou, communément qu'on appelle le site du Ginal Cissé, qu'on remercie parce qui a bien voulu accueillir ses frères dans son champ. L'hospitalité malienne oblige, les déplacés ont remis des présents au ministre et une médaille qui fait désormais d'elle une citoyenne à part entière du Mali.
Et ce communiqué, le président du Haut Conseil des collectivités convie l'ensemble des conseillers nationaux à prendre part à la première session ordinaire de l'institution qui se tiendra du 5 mai au 3 juin à son siège à Bamako. La cérémonie d'ouverture de cette session est prévue ce lundi 5 mai à partir de 16h dans la grande salle des plénières de l'institution, mise en place terminée à 15h30. Le président du Haut Conseil des collectivités sait pouvoir compter sur la présence effective de tous. La 4e édition du Salon des médias au Mali est prévue du 12 au 15 juin prochain. Le thème est les défis de l'information à l'ère des réseaux sociaux. Le lancement des activités a eu lieu hier en marge des activités de la Semaine de la liberté de la presse. Cette cérémonie a enregistré la présence du président de la Maison de la presse du Sénégal, dont le pays est l'invité d'honneur. Le reportage de Tchemro Konaté. Salon des médias au Mali, un événement à dimension africaine prévu du 12 au 15 juin prochain au Palais de la Culture ici à Bamako. L'initiative est inspirée de la volonté de l'association Salon des médias, un groupe de professionnels se proposant de contribuer à donner une nouvelle image au paysage médiatique sur le continent. Cette édition 2025, 4e du genre, a pour thème les défis de l'information à l'ère des réseaux sociaux. Un thème qui offre l'opportunité aux acteurs de poser la problématique, notamment à travers des panels en vue de faire des propositions. Comme l'année dernière, nous accorderons une attention particulière à l'AES, Alliance des États du Sahel. Nous espérons cette année encore pouvoir accueillir des ministres pour dresser ensemble le bilan de la première expérience de la présidence tournante de cette organisation commune, que ce soit sur le plan économique, communicationnel et sécuritaire. 4 ans dans la vie d'une structure, c'est peu, mais c'est aussi beaucoup. Peu parce que à 4 ans, difficilement un enfant part à l'école, même si certains de nos enfants actuels peuvent y aller à 3 ans et demi, à 4 ans. Mais 4 ans, ça permet de corriger les insuffisances et de se projeter dans l'avenir. Cette année, la commission d'organisation a porté le choix sur le Sénégal comme invité d'honneur. Voilà qui justifie la présence du directeur général de la maison de la presse de ce pays, frère Sambou Bouyagui, à cette conférence de presse en prélude à cette messe des médias. Organiser un salon, c'est d'ouvrir le pays au monde. Parce que c'est l'ensemble des médias qui va faire le déplacement dans la capitale malienne, à Bamako. En venant à Bamako, c'est l'image de Bamako et du Mali qui est exportée, qui va faire le tour du monde. Je ferai de mon mieux et des pouvoirs qui me sont confiés pour être présent à ce salon du Mali. Mais également à faire de sorte que le secteur média du Sénégal puisse faire le déplacement à Bamako. Le président de la Maison de la Presse et le directeur général de la Maison de la Presse du Sénégal, que le message est bien reçu par rapport à cette rencontre pour confédérer les efforts et les initiatives de Maison de Presse sur l'Afrique. J'informerai M. le ministre officiellement de cette initiative et ensemble nous allons travailler pour y parvenir. La date de l'ouverture officielle de ce salon, le 12 juin, étant imminente, le secrétaire général Touré invite les initiateurs à accélérer la cadence pour faire de l'événement une réussite. Devoir de mémoire et de reconnaissance envers l'établissement qui a contribué à leur formation. Les anciens du lycée technique ont rénové les locaux de l'établissement. La cour assainie, les murs ont reçu des coups de pinceau. L'électrification a été reprise. Le ministre de l'Éducation nationale qui a présidé la cérémonie de réception salue le geste qui doit inciter d'autres à suivre l'exemple. Le reportage de Fadema Keita. N'eût été le lycée technique, nous ne serions pas ce que nous sommes. C'est consciente du bien fondé de ce adage que la coordination des associations d'anciens élèves du lycée technique décide d'offrir aux professeurs et apprenants un cadre confortable d'études. Après constat de l'état de salubrité de ce lycée fortement dégradé, que la coordination s'est lancée dans les travaux de rénovation des locaux de leur ancien lycée, le lycée technique. Les résultats des travaux qui ont débuté en octobre donnent au lycée son lustre d'antan. Nous nous sommes attaqués d'abord à l'assainissement, au nettoyage et
au dégagement des ordures. On n'a pas trouvé de bailleurs pour la peinture, donc on a des camarades qui ont accepté de supporter le coût de l'assainissement. Donc c'était l'hivernage, désherber complètement, laver les carreaux, laver les murs. C'est à la fin de ce premier volet d'assainissement que nous avons eu bailleurs pour les autres travaux. Donc les travaux de vitrerie, des travaux d'électricité, des travaux de plomberie, des travaux de menuiserie métallique, et des travaux de pavage, la peinture complète du lycée technique. Ils sont nombreux, hauts cadres et anciens ministres, élèves, à prendre part à cette réception des travaux de rénovation des locaux de ce lycée. Le ministre de tutelle salue au nom du président de la transition l'acte hautement citoyen posé par la coordination des associations d'anciens élèves du lycée technique. 2025, nous allons continuer dans les travaux, mais nous allons commencer à nous intéresser à l'amélioration du résultat scolaire qui passe par l'introduction de l'informatique à grande échelle, apprendre dès la 10e aux élèves à maîtriser l'informatique et à commencer à s'initier au logiciel en 11e et à maîtriser les logiciels chacun dans sa section. On va mettre un tableau électronique dans le hall du lycée qui va faire tourner en boule la liste des 3 premiers de chaque classe, et il y en a 27. C'est un exemple à suivre parce que chacun de ces anciens a fait individuellement ce qu'il pouvait faire. D'autres actions étaient des actions collectives. Et ça, ce sont les anciens qui en ont eu l'initiative, ce sont les anciens qui ont réalisé les travaux, ce sont les anciens qui nous ont reçus ce matin. Il faut prendre soin de ce qui a été mis à la disposition des élèves, des administrateurs et des enseignants. Les élèves, à travers des slams, s'engagent à emboîter les pas de leurs aînés, pères, grands-pères et anciens sortants du lycée technique. Pour l'acte citoyen posé, des tableaux de reconnaissance ont été remis à chaque représentant des différentes promotions et aux partenaires engagés pour la réussite de cette initiative. Aminata Dramane Traoré est la marraine du mois de mai en cette année de la culture. Militante engagée, elle a occupé plusieurs fonctions au Mali, dont celle de ministre de la Culture et du Tourisme, membre de plusieurs commissions de travail pour la cause du Mali. Actuellement, Aminata Dramane Traoré est la présidente de la délégation spéciale de la mairie de la commune 2. Elle est connue pour son combat panafricain et altermondialiste. Elle est très active pour le consommer malien, pour mieux connaître les dimensions culturelles et sociales de cette grande dame. Le reporter Cheikh Oumar Sangaré, Mariam Koulibaly, Tchedje Kamara et Tidjane Togo ont passé une journée avec elle. Je vous invite à suivre leur reportage. Aminata Dramane Traoré incarne à la fois la consistance du patrimoine culturel malien et l'engagement de l'Africain pour son émancipation. Nonobstant qu'elle soit septuagénaire, elle garde une allure imposante et une élégance stylée made in Mali. La native de Bamako a très tôt été bercée dans l'univers fascinant du textile malien. D'abord, ma mère était teinturière. J'ai grandi à Médina Koura dans un environnement où vraiment il y a énormément de choses qui avaient du sens, quoi. J'ai eu ce contact avec les métiers à tisser dès cette époque-là. Dans la plupart des rues, vous aviez les tisserands qui tissaient et nous, on faisait le va-et-vient entre la maison et ces métiers et ces artisans tisserands. Mais aussi, moi, dès cette époque, j'ai appris à filer le coton moi-même. Je vendais les pains tissés pour mes mamans. Côté scolarité, Aminata fréquente l'école primaire Maginot et le lycée des jeunes filles ici à Bamako. Ensuite, l'université de Dakar avant les universités de Caen et de Paris 7 en France.
Elle est titulaire d'un doctorat de 3e cycle en psychologie sociale. Ma thèse de 3e cycle a porté sur la crise d'identité chez les adolescents, parce que je suis passé moi-même par là. Donc bon, disons que depuis lors, j'ai essayé de m'inscrire sur ce registre-là. Qu'est-ce que nous pouvons, pour nous-mêmes et par nous-mêmes, pour échapper à la domination étrangère. Et oui, notre chercheuse en sciences sociales est connue pour son opposition à toute forme d'asservissement, d'où son penchant altermondialiste. Elle s'insurge contre le libéralisme qu'elle considère comme cause profonde du sous-développement de nos peuples. Dans quelle politique économique nous nous investissons et pourquoi le chômage et la pauvreté de masse, pourquoi les conflits, pourquoi les migrations. Disons que j'ai une approche systémique des questions dont, disons, la solution nécessite, disons, la prise en charge des enjeux culturels. Alors, Aminata Dramane Traoré mène le combat pour l'Afrique et les Africains sur tous les fronts. Elle organise Migrants, une rencontre annuelle des plaidoyers pour la cause des migrants. En passant à Aboubakar Cissé qui a été massacré dans une mosquée en France, je vois en lui, on a attaqué un musulman, mais on a attaqué aussi un Africain, un subsaharien, un noir. Nous sommes dans une situation aujourd'hui que les Africains, et plus particulièrement les Sahéliens, doivent savoir et prendre en charge ces faits et avoir une pensée politique, économique, sociale et culturelle qui soit une réponse à l'obligation de partir. Justement, l'intellectuelle africaine est permanemment à la recherche d'alternatives au modèle qui nous est imposé. Ainsi, elle crée des activités économiques, écologiques et identitaires à travers ses nombreuses initiatives. On peut citer entre autres la Maison des Hôtes Les Djenné, les restaurants Galerie Santoro pour mettre en exergue le patrimoine vestimentaire et l'art culinaire africain, le Dounanso, le centre Amadou Ampateba, le pavage de son quartier de résidence Missira ou encore le petit marché intitulé Ankasugu. À tous les niveaux, l'accent est mis sur les matériaux locaux. C'est avec cette grande passion pour le consommé malien et la promotion de notre culture qu'elle occupe la tête du département de la culture et du tourisme entre 1997 et 2000. Une première qu'une femme occupe la tête de ce département. Là également, elle innove à travers le concept Maya et Djatigia, autrement dit humanité et hospitalité, avec en toile de fond le grand voyage de renaissance culturelle et touristique qui marque encore les esprits. Tombouctou 2000. Rendez-vous l'an 2000 à Tombouctou, la ville de 333. Je me suis dit que si la culture doit être source d'emploi, de revenus et de cohésion sociale, il fallait prendre le taureau par les cornes, mobiliser les artistes et les intellectuels et faire ce voyage par bateau jusqu'à Tombouctou. L'intellectuelle et militante inlassable pour une Afrique maîtresse de son destin s'appuie aussi sur la production littéraire pour mener à bien son combat. À son actif, une dizaine d'ouvrages dont L'étau ou l'Afrique dans un monde sans frontières, L'Afrique humiliée, Les viols de l'imaginaire ou encore La gloire des imposteurs. Aujourd'hui, Aminata est la présidente de la délégation spéciale de la mairie de la commune D du district de Bamako. La marraine du mois de mai de l'année de la culture se reconnaît dans le Malikoura. Il n'y a même pas d'alternative à cela. On est obligé de sortir de l'impasse et par cette voie, Malikoura. Ce que l'Europe veut pour elle se fait aux dépens
des peuples du Sud, plus particulièrement s'agissant de la France, de ses anciennes colonies d'Afrique. C'est dans ce combat que nous nous trouvons aujourd'hui avec l'Alliance des États du Sahel. Des distinctions honorifiques, Aminata Dramane Traoré en a à revendre. Elle a entre autres reçu le prix Prince Claus pour la culture, le prix Blue Planet, les médailles des chevaliers, officiers puis commandeurs de l'Ordre national du Mali. En 2022, elle a été désignée championne Mali-Finou lors des journées textiles du Mali en reconnaissance de son style vestimentaire typiquement malien. Voilà, Aminata Dramane Traoré, militante engagée qui continue de nous inspirer. La phase nationale de la Biennale artistique et culturelle édition 2025 est prévue au mois de décembre à Tombouctou. En prélude à cette grande messe de la culture malienne, une délégation nationale du ministère en charge de la culture était à Tombouctou pour une visite de terrain et rencontrer la commission régionale d'organisation. Le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. La Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 se prépare activement. C'est dans ce cadre que la commission régionale d'organisation a échangé avec une délégation nationale autour de l'exécution des projets d'infrastructure et équipements prévus dans le cadre de la Biennale. Les représentants des départements ministériels ont visité en compagnie des services techniques régionaux les points où doivent être réalisées les infrastructures, mais également les équipements, pour voir leur pertinence et dans quelle mesure ces investissements puissent voir le jour avant la tenue de la Biennale artistique et culturelle 2025 que le gouvernement a décidé que la phase nationale se tienne ici à Tombouctou dans le mois de décembre. Donc nous avons retenu que l'ensemble des représentants des départements ministériels ont noté avec satisfaction que les différents projets qui ont été soumis sous la conduite de monsieur le gouverneur, c'est des projets vraiment pertinents, des projets qui méritent d'être réalisés pour donner un plus à cette opération de Biennale artistique et culturelle. Après les visites de site devant abriter les activités de la Biennale et les échanges avec les techniciens, la délégation nationale notera que les infrastructures et équipements permettront d'organiser une Biennale jamais égalée. Nous sommes rassurés que cette Biennale sera l'une des meilleures. D'abord par la vision du président de la transition et le général d'armée Assimi Goïta par rapport au développement économique, social et tout autour de la Biennale. Également, cette mission a été dépêchée par monsieur le ministre en charge de la culture pour que de visu, nous évaluions tous ces projets. Nous voyons qu'est-ce que ces projets peuvent apporter à Tombouctou et nous avons vu des projets viables qui permettront à Tombouctou d'être l'une des villes les premières du Mali. Donc une satisfaction générale et que nous allons retourner dire aux autorités qui ont à cœur la réussite de cette biennale. Espérons qu'après ces échanges, que les chantiers de réhabilitation, de construction démarreront plus vite afin d'être au rendez-vous de décembre 2025. La région de Dioïla regorge d'énormes potentialités culturelles, dont des manifestations folkloriques. 3 de ces manifestations ont été présentées à des centaines de spectateurs de l'intérieur de la région et d'ailleurs. L'initiative est de la coopérative des femmes éleveuses de petits ruminants d'un quartier de la ville de Dioïla. Le reportage de Moustapha Doumbia. Le Gomba est l'une des manifestations folkloriques identitaires du milieu Bambara et particulièrement celui du Baninko. Il est joué lors des grands événements tout comme les Bari et les Tegretlon. Ces 3 éléments du patrimoine culturel de la région de Dioïla sont proposés au grand public à la faveur d'une journée culturelle initiée par la coopérative Djigia des femmes éleveuses de petits ruminants du quartier Tripanobougou de la ville de Dioïla. Ces manifestations ont toujours existé à Dioïla, mais elles commencent à être oubliées. C'est pourquoi nous avons profité de l'année de la culture pour faire un rappel. Je demande à tous les Maliens de s'intéresser à leur culture. Chacune des 3 manifestations folkloriques a une origine et une histoire qui ont été expliquées à des centaines de spectateurs venus de la région et d'ailleurs. Bon, voyant le Tegreklo, on repère des chansons
mystiques, des chansons de cœur, des chansons de fraternité et des chansons d'honnêteté. Le Goma aussi, ça c'est mystique, puisque ce sont les chasseurs qui ont récupéré cette danse avec les gonds, les chimpanzés. Bon, les masques qu'ils portent là, bon, chaque masque a sa signification. Et sa signification mystique. Et le reste là, vous trouverez quelque chose d'humanité là-dedans. La cohésion de la société et être brave dans l'humanité. Vous trouverez ça au Goma. Ces manifestations nous amènent à retourner un peu en arrière pour connaître nous-mêmes de qui nous sommes. Toutes ces manifestations étaient une éducation à part. Ça éduquait les enfants à leur manière. La journée culturelle de la coopérative Djigia est agrémentée par les prestations de l'artiste Inabundi, dont le contenu des chants renvoie à la culture bambara. Le Tegerek Lola, c'est ma première fois, mais nous on faisait dans notre village. Je suis originaire de Djago, derrière Kati. Ça m'a rappelé beaucoup. Depuis dans les années 88-89, quand nous on accueillait le président Moussa Traoré à Kati. Et je les encourage et puis je suis très fier d'eux parce qu'ils ont respecté la dynamique sur laquelle part le président. Il a dédié cette année 2025, année de la culture. Et Dioula vraiment n'est pas resté en marge de ça. Cette place seulement en est une illustration parfaite. La coopérative Djigia, des femmes éleveuses de petits ruminants de Tripanobougou, compte 77 membres. Elle entend mettre à profit l'année de la culture pour faire découvrir d'autres potentiels culturels du Baninko. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, est à Ségou. Abdul Kassim Ibrahim Fomba a profité de son séjour pour sensibiliser la jeunesse ségovienne sur les méfaits néfastes de la consommation de la drogue. C'était sur le site du spectacle Bama Art, une manifestation culturelle délocalisée dans la cité des Balanzans. Le reportage de notre envoyé spécial Abdul Karim Kaba. Drogue bla, Yanaki bla, ou laisser la drogue avant qu'elle te laisse. C'est le message véhiculé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne. En se rendant au spectacle Bama Art à Ségou, le ministre Fomba a voulu échanger directement, sans filtre, avec la jeunesse sur ce fléau qui affecte dangereusement cette couche. C'était important pour nous de rappeler aujourd'hui toute l'importance au sein de la jeunesse, de prendre conscience que la drogue est en train de faire beaucoup de ravages. Et que les jeunes doivent être suffisamment conscients pour comprendre de cela et également prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas tomber, malheureusement, pour le cas de certains, tomber dans les travers de la drogue. Sensibiliser la jeunesse face au danger de la drogue est une instruction du président de la transition. Aucune drogue au monde n'est là pour faire du bien à quelqu'un. Toutes les drogues créent des problèmes mentaux, des problèmes dans la vie. Donc le président de la transition, je l'aurais rappelé, avait besoin de la jeunesse pour aujourd'hui asseoir davantage les actions qui sont en train d'être menées. Mais là on parle d'une jeunesse consciente, d'une jeunesse qui est en bonne santé, d'une jeunesse qui peut se prendre en compte et qui peut se prendre en charge. Donc une jeunesse qui consomme de la drogue, malheureusement ne peut pas se servir, ne peut pas servir sa famille, ne peut pas servir son environnement, donc ne peut pas servir son pays. Ces genres de rencontres comme Bama Art sont des occasions pour lutter efficacement contre ces fléaux. En multipliant des sorties de la sorte, on arrivera à bout de la consommation de la drogue, surtout en milieu jeune. La 7e édition du festival Wele Wele s'est tenue ce week-end au stade Vincent Traoré de Kati. L'édition 2025 avait pour thème la jeunesse et les défis du moment, un cadre propice pour véhiculer des messages liés au danger de la consommation des stupéfiants. Le reportage de Ibrahim Kaoukonate. Lancé en 2018, ce festival dénommé Wele Wele est un appel qui s'adresse aux jeunes. Il se veut non seulement un cadre de rencontre d'échanges culturels entre les artistes et leurs fans, mais aussi un moyen d'orientation et de sensibilisation pour les jeunes contre les pratiques néfastes.
Wele, c'est en bambara l'appel. Comme on dit chez nous, que quand vous appelez quelqu'un, soit vous lui donnez quelque chose ou soit vous lui dites quelque chose. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est l'un des rares festivals scientifiques que nous avons dans ces pays qui permet tout au cours de son exécution de faire passer le maximum d'informations à l'endroit des jeunes. Vous l'aurez compris, cette année nous avons une grosse équipe de médecins qui aujourd'hui sont en train de prendre en charge chaque soir une thématique. On va sensibiliser la jeunesse qui est vraiment une cible vulnérable. Donc ainsi, aux participants qui viendront seront édifiés par rapport aux ISC, par rapport aux effets néfastes de la toxicomanie, pour qu'ils comprennent qu'en réalité, on doit faire attention aux drogues, on doit faire attention à l'infidélité, on doit se protéger, on doit accepter la vaccination pour que la jeunesse ne soit pas bloquée par rapport aux effets néfastes de ces drogues et de ce comportement indécent. Cette rencontre contribue efficacement à la cohésion sociale et le vivre ensemble. Qui parle de festival parle de développement économique. Et ça va au-delà des festivités artistiques et culturelles. Il y a le social. Dans le social, il y a la cohésion. Et celui qui a initié cet événement est un grand patriote. C'est un très beau public, ils sont chauds et bouillants. Et je pense qu'on va se faire plaisir ce soir. Cette 7e édition a vu évoluer sur scène les têtes d'affiche de la musique malienne. AES Actualité au Burkina Faso, la population s'engage à lutter contre la désinformation et autres tentatives de division. C'est dans cet esprit qu'une rencontre s'est tenue dans le village de Barkundouba sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le reportage de nos confrères de la RTB Urbain Benito Somé et Tanga Kafando. Barkundouba, village Peul à une cinquantaine de kilomètres de Ouagadougou. Le village tient ce 25 avril 2025 une assemblée générale extraordinaire, comme à ses habitudes, sous ce hangar qui sert d'arbre à palabres. Pour cette rencontre, l'ordre du jour est tout simple. Magnifier la cohésion et le vivre ensemble entre la communauté et la tradition du bon voisinage qui existe entre Barkundouba et les villages voisins qui sont des villages Moussi. À l'occasion, la parole est donnée à qui veut la prendre sur le sujet qui lui tient à cœur, avant d'être reprise par le chef du village qui encourage la communauté à continuer dans le même sens, à se donner la main et à toujours cultiver la paix et le vivre ensemble, comme elle l'a fait depuis plus d'un siècle. C'est la recherche de la paix, c'est la recherche de l'amitié, c'est la recherche de la fraternité. Mais s'il y a la paix, tout le monde peut travailler et gagner sa vie. En signe d'amitié et de bon voisinage, les villages voisins sont invités dans le contexte où le Burkina est marqué par la désinformation et la division dans les nouveaux médias. L'exemple de Barkundouba est salué par les autorités et le député Ousmane Diallo, par ailleurs fils du village. Ce qui est recherché actuellement, c'est la cohésion sociale, c'est de vivre ensemble. Et nous avons vu effectivement qu'avec les voisins, ils entretiennent de très bonnes relations d'amitié, de coopération, d'assistance, de solidarité, de convivialité, de fraternité. À cette assemblée générale, l'occasion était également belle pour prêcher la tolérance religieuse, l'ouverture et la recherche de la paix et l'union des fils et filles dans la diversité. La traque contre les terroristes se poursuit dans l'espace AES. Les forces de défense et de sécurité nigériennes ont infligé cette semaine de lourdes pertes aux groupes armés terroristes. La synthèse d'une semaine intense d'activité des FDS avec Jocelyne Moussou. Dans le cadre de l'opération NIA, conduite sur la rive droite du fleuve Niger, un incident tragique s'est produit le jeudi 1er mai 2025. Une unité des forces de défense et de sécurité en patrouille dans le secteur de Niaktiré a été la cible d'un engin explosif improvisé dissimulé sur l'axe emprunté.
Déclenché par une plaque à pression, l'engin a explosé au passage de l'équipe, causant le décès d'un soldat engagé avec bravoure pour la défense du territoire national. Face à cette douloureuse épreuve, les plus hautes autorités de l'État présentent leurs condoléances les plus émues à la famille éplorée et saluent avec une profonde reconnaissance le sacrifice de ce héros tombé en mission. Elles réaffirment leur solidarité indéfectible envers l'ensemble des forces déployées dont le courage et la détermination continuent de faire reculer les groupes armés hostiles dans une lutte quotidienne pour la paix et la stabilité. Une vaste opération de ratissage a été conduite dans l'axe Bumba, Falmey, Souré, Tondisamu, Momboli, Latengu, Kare-Kopto, Zoukwara afin de lutter contre les criminels évoluant dans la zone. Le bilan fait état de 5 personnes interpellées, 3 autres neutralisées dans la zone de Momboli suite à un contact avec l'ennemi sans qu'aucun blessé n'ait été signalé de notre côté. 2 motocyclettes ont été saisies et une pirogue utilisée par les terroristes a été détruite. Plus au nord, dans le secteur de Tabarakat, à la suite d'un accident de la voie publique, une unité des forces de sécurité s'est rendue sur les lieux pour porter assistance. Grâce à une intervention rapide et coordonnée, le personnel de secours a pu prodiguer les premiers soins aux blessés sur place avant de procéder à leur évacuation vers une structure sanitaire. Retour à l'actualité nationale. Dans le cadre des festivités du 1er mai, journée du travail, la société BET 223 a ouvert ses portes au public à travers une conférence de presse, une occasion pour les responsables de présenter les offres de l'entreprise. Le reportage de Adam Meiga. Les responsables de BET 223 étaient face aux hommes des médias à l'occasion de la célébration de la fête du travail. Les échanges ont porté sur la présentation des offres de la société de paris et divertissement. Il s'est agi aussi des impacts de la société en termes d'emploi, de sa création à maintenant. Aujourd'hui, nous sommes une centaine de collaborateurs avec aussi une centaine de revendeurs qui sont en fait des commissionnaires. Donc c'est à peu près 200 familles qui sont attachées à BET 223. Nous avons également une vingtaine d'agences, un peu plus de 20 agences, 23 exactement, dont la moitié sont des agences partenaires. Les perspectives en termes d'emploi restent bonnes, car l'entreprise continue son expansion. Elle est présente déjà à Sikasso et Douanza. La responsabilité est très importante dans le secteur du jeu et c'est pourquoi à BET 223 avec notre département marketing et communication, très souvent on communique dans ce sens-là. On dit à tout le monde, tant que vous n'avez pas 18 ans, ne vous inscrivez pas sur le site parce qu'on recommande ou bien on interdit à tous ceux qui n'ont pas 18 ans de s'inscrire sur le site. Si vous le faites, nous avons l'obligation et nous avons également le droit de fermer votre compte. Pour rappel, BET 223 a été créée en juillet 2020. Au-delà des paris et divertissements, l'entreprise s'investit également dans l'humanitaire. Ceci en apportant son appui à certains orphelinats et commissariats de Bamako. L'ordonnance portant abrogation de la charte des partis politiques, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est le thème de l'émission Question d'actualité de ce soir. Sira Bachili reçoit le directeur de l'administration du territoire Abdul Salam Djebkile et Dr Jean-François Marie Camara, ancien chercheur en sciences politiques. Il nous donne des explications sur le pourquoi de cette charte et son utilité pour l'assainissement de l'arène politique. Nous vous proposons un extrait de ce débat explicatif animé par Sira Bachili. La charte des partis politiques est une loi qui émane de la Constitution. Elle trouve son origine, sa source dans la Constitution. Et donc, l'État, à travers les options législatives, décide avec l'ensemble des acteurs de comment la vie politique sera régie. Et donc, au Mali présentement, jusqu'à l'abrogation de cette loi, c'était la charte des partis politiques qui était la loi qui permettait
aux partis politiques de se créer, d'être financés, de s'organiser et de concourir au suffrage conformément aux prescriptions de la Constitution. Donc c'est ce processus qui est arrêté à partir de cette ordonnance? À partir de cette ordonnance, aujourd'hui, les partis politiques reposent sur deux aspects essentiels. Il y a la charte qui est le fondement de l'organisation et de la composition des partis politiques, mais il y a aussi que chaque parti politique dispose des statuts et du règlement intérieur. Alors, il ne s'agit pas de dissolution des partis politiques. Le directeur l'a précisé sur ce même plateau. Quelle est la différence entre l'ordonnance portant abrogation des partis politiques, de la charte des partis politiques et la dissolution des partis politiques? C'est une question très très intéressante. La dissolution met fin à l'existence des partis politiques. Dissolution, le concept de dissolution, c'est-à-dire le concept de verbe dissoudre, c'est-à-dire de mettre fin de façon brutale à l'existence des partis politiques. Or, on n'est pas dans ce cas de figure, on est dans une dynamique d'abroger la charte des partis politiques, alors qui a été revendiquée depuis belle lurette quand vous vous rappelez les différentes rencontres depuis le dialogue national inclusif. On a jugé nécessaire d'aller vers une nouvelle dynamique, une nouvelle base qui va permettre notamment de réorganiser notre système partisan. Je pense que le gouvernement, pendant le Conseil des ministres passé, a saisi cette opportunité. Donc il faut rassurer surtout les acteurs politiques maliens que à mon avis, cette abrogation n'est nullement la dissolution des partis politiques. Ça va permettre surtout de réorganiser notre système démocratique. Voilà, à suivre après l'émission Défense citoyenne, question d'actualité, un débat animé par Sira Bachili. Et nous arrivons à la page sport de cette édition, c'est juste après ceci. Kodi Sibi, bonsoir. Bonsoir Awawa. Très heureuse de te retrouver. Merci bien. Alors, Kodi Sibi, on connaît désormais l'affiche de la finale de la 64e édition de la Coupe du Mali de football. Oui, Awama, cette 64e édition opposera donc en finale le Stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club. La deuxième demi-finale, comme vous voyez sur les images, a donc opposé les Rouges du Djoliba et l'USFAS. Alors c'est une rencontre qui aura tenu en tout cas toutes ses promesses du point de vue suspense, puisque 90 minutes et voire 120 minutes de jeu n'ont pas suffi. Il fallait donc recourir à la séance de tir au but, et cet exercice a souri bien évidemment aux Rouges du Djoliba Athletic Club qui se sont imposés sous le score de 6 tirs réussis contre 5. Et vous voyez toute la joie de l'équipe du Djoliba Athletic Club qui décroche donc son ticket pour la finale de cette 64e édition de la Coupe du Mali de football. Alors on rappelle à Awama que la première demi-finale avait vu la victoire hier du Stade malien de Bamako aux dépens du FC Diarra 1-0. On rappelle que la dernière finale du Djoliba Athletic Club Stade malien remonte à 2018. Et l'actualité, c'est aussi le tennis de table avec la 6e édition du tournoi interscolaire, un tournoi qui concerne les jeunes Kodi. Oui, plus d'une dizaine d'établissements scolaires ont pris part à ce tournoi réservé aux minimes et cadets en filles et garçons. Le tournoi interscolaire est un programme annuel de la Fédération de tennis de table en question. Le compte rendu de Siragatou Sissé. Inscrit à l'agenda de la Fédération malienne de tennis de table depuis 6 ans, le tournoi interscolaire dans la catégorie des minimes et cadets a regroupé 14 établissements. La Fédération met un accent particulier sur la formation à la base et cela passe par la pépinière, les scolaires. Les minimes garçons donnent le ton avec une innovation, disputer les finales en duo. Amadou Traoré Ibrahim Koïta en bleu triomphe 2-7-0 devant Sekou Tidiane Koïta Mahamadou Koïta. Chez les cadettes, Halimatou Diallo Kadifal en vert s'impose au bout du suspense 3-2 face à Hassan Koulibaly Korotoumou Traoré.
Et enfin, le choc des cadets garçons entre Oumar Tidiane Diallo, Mohamed Sidibé et Moussa Traoré Zanké Kane est remporté haut les mains 3-7-0 par la paire Diallo-Sidibé en bleu ciel. Le niveau des pratiquants monte de compétition en compétition. Cette fois-ci, les jeunes ont commencé à équilibrer les niveaux. Donc les niveaux étaient serrés. Moi, je suis très satisfait de cette compétition. Moi, je sollicite tout le monde à nous accompagner. Cette fête du tennis de table est saluée à juste titre. Cette année, il y a plus d'équipes que l'an passé. Donc ça, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime. Ils n'ont qu'à tout faire pour concilier les études et le sport, qui serait aussi bénéfique pour eux demain. Des trophées et prix spéciaux ont été décernés aux établissements classés premiers et deuxièmes dans les 3 séries retenues pour l'événement. Et pour terminer, Kodisibi, le lancement du Salon international du dromadaire aura lieu le jeudi prochain, ici à Bamako. Oui, faites-y un tour, vous serez donc agréablement surpris à Bamako. Placé sous le thème le dromadaire, moteur de résilience, d'innovation et de cohésion dans le Sahel. Le Salon international du dromadaire n'est pas un simple événement, c'est une immersion, bien évidemment, dans un univers où tradition séculaire, innovation et opportunités économiques se rencontrent. Le salon va rassembler les éleveurs, les entrepreneurs et les passionnés pour explorer les immenses potentialités de cet animal hors du commun. L'événement est donc prévu le 8 mai 2025 à partir de 9h30. Ce sera au stade du 26 mars. Voilà, vous pouvez voir donc les dromadaires qui seront donc au rendez-vous justement au stade du 26 mars le 8 mai 2025. Je ne sais pas si Yawama a l'habitude de monter. Ce sera une occasion. On va le mettre dans nos programmes. Voilà, ce sera une occasion, en tout cas une nuit, le 8 mai, bien sûr, au stade du 26 mars. Merci bien, Kodisibi. Et c'est la fin de cette édition. Pensée spéciale à nos femmes et vous qui nous suivez depuis Ti, Sofara et Korianzé dans la région de Mopti. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses,